Je m'appelle Bouakar Doumbia. Je suis le promoteur de ce centre, le centre Ndomo. Si vous prenez juste Ségou, de manière générale, nous nous sommes référés sur la culture Bambara. En prenant le Mali de manière générale, vous avez les Bambara qui occupent la zone de Ségou, le centre du Mali. Et là, il y a juste une culture qu'on a essayé de valoriser. Et raison pour laquelle, en prenant la ville de Ségou, vous allez trouver les deux grands centres, qui est le centre Ndomo, qui est le début, et le centre Kouaré, qui est la fin. On a ça, le début et la fin. Le début, ça concerne en quelque sorte la formation des jeunes, et la fin, c'est juste l'âge majeur, 70 ans et au-delà. Il s'agit de transmettre à une autre génération, l'âge de la sagesse. Donc le début, c'est d'apprendre tout ce qu'on voit et tout ce qu'on a pu acquérir comme connaissance. Et à l'âge de 70 ans et au-delà, on doit transmettre à une autre génération. Et cela se fait au niveau du Kouaré. Raison pour laquelle vous avez le centre Kouaré, qui regroupe presque tout ce qui est juste richesse dans tous les domaines. Et ça transmet à une autre génération. Et on a donné le nom d'Omo au centre, mais c'est une entreprise artisanale qui a pour vocation la formation des jeunes et leur insertion dans la vie active. Et pour cela, on a un problème au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est ce problème de chômage des jeunes. Et on s'est dit qu'ils n'essayent pas de tout copier sur l'Occident. Au niveau de nos pays, on a des potentialités. Le mieux serait de les explorer et de les valoriser. Et pour cela, nous, à notre niveau, on s'est dit que le pays produit beaucoup de coton. Et presque la majeure partie de ce coton s'en va ailleurs. Et on a 1 à 2% qui sont transformés sur le plan local. Et le pays, au niveau du pays, il y a ces techniques traditionnelles de teinture qui ont existé depuis la nuit des temps. Et nous nous sommes dit que pour créer de l'emploi pour les jeunes, le mieux serait de faire la symbiose des deux. Non seulement le coton qui est transformé en tissu, les techniques traditionnelles de teinture qui existent, on combine les deux pour pouvoir créer en quelque sorte de l'emploi pour les jeunes. Et pour la création de l'emploi pour les jeunes, il ne s'agit pas de réaliser ou bien de mettre au point une entreprise qui fonctionne selon un système occidental. Parce qu'en prenant le système occidental, vous allez trouver que l'entreprise appartient à une personne. Et cette personne emploie d'autres personnes qui travaillent pour elle. Et il y a ce rapport employeur-employeur. Avec ce rapport employeur-employeur, le plus souvent, c'est l'employeur qui est plus riche par rapport à l'employé. Tandis qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il y a un système qui a existé depuis la nuit des temps, les formes de travail. Nous nous sommes dit que le mieux serait d'utiliser ces formes de travail pour créer de l'emploi pour les jeunes. Donc, en prenant l'entreprise d'une manière générale, presque les potentialités que nous utilisons pour créer de l'emploi, le tout provient de chez nous ici. Et la façon de faire est calquée sur nos valeurs sociétales. Donc, c'est une entreprise presque, je ne dis pas 100% africaine, mais presque 90%. Parce qu'il y a d'autres outils qui sont utilisés, qui sont d'Europe. On a mélangé avec ça. Et on a donné le nom Ndomo. Et le Ndomo, c'est la toute première étape de formation des jeunes dans le milieu mandingue. Mais dans le milieu Bambara, on appelle ça Ndomo. Et cette école de la vie a pour mission de former les jeunes pour qu'ils puissent se prendre en charge. Et Ndomo, c'est un mot Bambara. Avec le temps, il y a une déformation de la prononciation. Don, Donia, le savoir. Mo, la pêche. Don Mo, ça veut dire la pêche du savoir, ou bien la quête du savoir. La quête du savoir, c'était le nom donné à cette école dans le temps. Et cette quête du savoir était une obligation pour tous les enfants âgés de 10 ans et au-delà. À partir de 10 ans, on rentre au Ndomo et on terminait la formation à l'âge de 16 ans ou bien 17, 18 ans, c'était au plus tard. Et l'objectif visé, je viens de vous dire ça, c'est former les jeunes dans presque beaucoup de disciplines pour qu'ils puissent se prendre en charge.
Bon, ce qui nous a intéressés dans le Ndomo, c'est juste l'outil qui a été utilisé. Le regroupement des jeunes de la même classe d'âge, leur initiation qui correspond à leur formation, et après la formation, c'est immédiatement l'insertion dans la vie active. Et le Ndomo avait des logos, pas un seul logo, beaucoup de logos. Et les logos étaient utilisés selon un système bien déterminé. Lorsqu'on voit le logo du Ndomo, c'est un logo de la formation. Et ce logo de la formation s'appelle en Bambara Ndomoku, le masque Ndomo. Et c'est ça le masque Ndomo que vous avez ici. C'était ça le logo de la formation. Et ce logo de la formation était entre les mains des jeunes. Bon, si les jeunes voient en formation, ils se regroupent. Et on choisit une seule personne qui va porter ce masque. Et ils vont ensemble. Ce dernier est devant les autres pour aller juste à l'espace où ils vont la formation. Et le masque Ndomo, il y a plusieurs variantes de masque Ndomo dans le milieu Bamana. Il y a le masque Ndomo avec 2 cornes jusqu'à 8. Lorsqu'on voit le masque Ndomo avec 2 cornes, il s'agit de 2 sexes. Lorsqu'on voit le masque Ndomo avec 3 cornes, au Mali ici, lorsqu'on voit avec 3 cornes, c'est le masculin. Lorsqu'on voit avec 4 cornes, lorsqu'on voit avec 4 cornes, c'est le féminin. Lorsqu'on voit avec 5 cornes, c'est androgyne, l'homme et la femme ensemble. Lorsqu'on voit avec 6 cornes, c'est le masculin, parce qu'on a 3 multiplié par 2. Lorsqu'on voit avec 7 cornes, c'est les 2, 3 plus 4. Lorsqu'on voit avec 7 cornes, c'est ce que je viens de dire. Lorsqu'on voit avec 8 cornes, c'est le féminin. On a 4 multiplié par 2. Et ça s'arrête là. Il y a le masque Ndomo avec 2 cornes, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ça fait 7 formes de masque Ndomo qu'on voit à travers le pays. Et là, directement, si on va dans un village autrefois, mais un village, les autochtones, c'est-à-dire ceux qui ont créé le village, ont droit à utiliser un masque de sexe masculin. Soit 3, soit 2, j'ai dit 3 ou bien 6. Les autres quartiers qui sont autour du village original ont une obligation d'avoir des masques de sexe féminin. Donc c'était comme ça. Et cette variante de masque Ndomo correspond aux 7 jours de la semaine. Si on prend les 7 jours de la semaine, ça commence et ça se termine. Ça recommence et ça se termine. Et donc c'est une manière de dire que la connaissance, c'est quelque chose qu'on cherche perpétuellement sans cesse. Est-ce que vous voyez? Et lorsqu'on a créé cette entreprise, nous, on a jugé utile de prendre comme logo de la formation le masque Ndomo avec 5 cornes. C'est une entreprise d'école qui forme non seulement le sexe masculin, mais également le sexe féminin. Et dans la conception architecturale de l'entreprise, on a incorporé directement le masque Ndomo avec 5 cornes. Mais il y a une manière de faire fonctionner l'entreprise. L'entreprise, tous les jeunes qui sont au niveau de l'entreprise, ceux qui connaissent le dessin, bien ceux qui aiment le dessin, viennent, on leur apprend la technique durant une période bien déterminée. Et la formation prend presque 2 années pour avoir la maîtrise totale. Et là, une première année, c'est pour connaître les couleurs, les techniques et ainsi de suite. Et la deuxième année, les jeunes apprenants commencent à travailler eux-mêmes pour avoir la maîtrise. Mais ils sont confiés à des maîtres qui sont au sein de l'entreprise. Vous avez trouvé que tout le monde est parti parce que dans nos travaux, à partir de 14h, c'est la fin de la journée. Et ceux qui ont des travaux d'ordre personnel peuvent rester. Ceux qui n'ont pas de travaux d'ordre personnel s'en vont à la maison. Et ces maîtres encadrent en quelque sorte ces jeunes. Et là, à partir de la deuxième année, comme ils font leurs travaux d'ordre personnel, et il y a une boutique de vente au sein de l'entreprise ici. Tout ce qui est réalisé sont vendus dans une boutique. Et après la vente de leurs produits, le montant leur revient. Comme ce sont des tissus des apprenants, on donne en quelque sorte, c'est vendu à un prix un peu au-dessus de la norme. Et ce montant est économisé au fur et à mesure pour le reste de la fin des études. Et c'est avec ce montant qu'on va constituer en quelque sorte le fonds de roulement du jeune qui va sortir. Et lorsque le montant atteint 50 000 francs CFA, on ouvre un compte d'épargne individuel au nom du jeune en question. Et le montant est mis dans ce compte. Et au fur et à mesure, il va travailler jusqu'à la fin. Dès qu'il termine, c'est ce montant qui va lui servir comme fonds de démarrage pour ses activités. Et donc, directement,
Lorsqu'il termine, il a la possibilité de s'installer à son propre compte, ou bien il peut également bénéficier d'un accompagnement. Bon, pour bénéficier d'un accompagnement, il va rester au niveau de l'entreprise ici pour travailler avec les maîtres. Et pour le travail est organisé selon un système qui est bien connu au niveau de l'Afrique de l'Ouest ici. Bon, et on a aussi 3 formes de travail qui existent, mais les noms varient selon les pays. Bon, vous allez trouver que dans la grande famille, on a un champ qui appartient à toute la grande famille, dans le coin, dans les zones rurales. Et pendant l'hivernage, tous les braves valides se retrouvent dans ce champ pour travailler. Et il y a un nom bien déterminé pour ce travail. Selon vous, quel est ce nom? Un travail que tout le monde fait au sein de la famille, au sein du champ collectif. Fourbabara, c'est ça. Fourbabara, c'est-à-dire le travail collectif. Et à partir de 14 heures comme ça, bon, le chef de famille va livrer tous les bras valides et chacun va dans un lopin de terre pour travailler pour lui-même. Et ce qu'il va gagner dedans, c'est pour lui-même et non pour la grande famille. Et on a un nom bien pour se déterminer. Quel est ce nom? Lorsqu'on va travailler pour soi-même, en dehors du travail collectif, on a un nom. Ce travail s'appelle Djonforo. Les Segoviens disent Djonforo, c'est-à-dire un travail qui est pour soi-même. Après l'hivernage, au lieu que les jeunes restent au village, on va leur donner la permission d'aller à l'exode rural pour travailler afin d'avoir un peu d'argent. Et à l'approche de l'hivernage, ils vont revenir en famille. S'ils viennent en famille, ils vont revenir en famille avec un peu d'argent et cet argent est épargné pour préparer leur mariage ou bien pour faire d'autres choses. Et dès qu'ils vont quitter la famille pour aller travailler, c'est totalement interdit à ces jeunes d'être à la charge de quelqu'un. Ils vont chez le tuteur leur donne un endroit pour se coucher, le matin ils vont travailler, le soir ils vont rentrer. Bon, pour récompenser le tuteur, la société a dit ceci, vous allez travailler pour vous-même durant 5 jours. Il va rester 2 jours pour clôturer la semaine et le jeune va travailler durant ces 2 jours pour son tuteur, pour le récompenser. Et là, on appelle ça le travail de soutien. Et ce sont ces 3 formes de travail qui ont couramment existé en Afrique de l'Ouest. Le travail collectif, le travail individuel et le travail de soutien. Bon, donc on fait fonctionner l'atelier à partir de ces 3 formes de travail. Toutes les grandes commandes sont gérées dans le cadre du travail collectif et la marge bénéficiaire est répartie entre tout le monde. À partir de 14 heures, c'est la fin de la journée. Ceux qui ont des travaux d'ordre individuel restent pour travailler jusqu'à 17 heures. Et tous ces produits sont vendus dans un magasin que nous allons voir. Et après la vente, le montant leur revient. Ça, c'est le travail d'ordre individuel. Et là, leur tuteur, le tuteur de tous les jeunes qui se trouvent sur le site, c'est l'entreprise elle-même qui est le tuteur. Donc normalement, ils doivent faire 2 jours de travail pour l'entreprise, mais nous n'avons pas ces 2 jours. Du lundi jusqu'au dimanche, ils sont là pour travailler pour eux. Et là, pour trouver le montant et récompenser le tuteur qui est en quelque sorte l'entreprise, on prélève 10% sur le travail collectif, 10% sur le travail d'ordre individuel et ce montant revient à l'entreprise pour son fonctionnement. Donc, l'entreprise fonctionne de cette manière. Et il y a une manière d'accompagner tous ces jeunes. Donc, tous ces jeunes sont accompagnés. Comme ils gagnent de l'argent en faisant le travail collectif, ils gagnent de l'argent en faisant le travail d'ordre individuel, tous les jeunes sont libres d'utiliser leur montant comme bon leur semble. Mais il y a juste tout ce qui doit être mis en ordre au fur et à mesure. On a porté l'accent sur cela. Donc, tous les jeunes sont obligés d'épargner, d'économiser de l'argent. Pour économiser de l'argent, chaque année, on fait une assemblée générale. Et on fixe des objectifs que chaque jeune doit atteindre. On va dire à tel jeune, à la fin de l'année, il faut que vous ayez tant de sommes dans votre compte départ. Et on fixe le montant pour tout le monde. Et c'est terminé jusqu'à la fin de l'année. À la fin de l'année, donc chaque personne va prendre au niveau de la banque son relevé de compte. Et on fait un contrôle. Si on trouve que le montant demandé se trouve dans votre compte départ, alors le problème ne se pose pas. Au cas contraire, la personne doit se racheter. S'il ne parvient pas à se racheter, donc on le libère et on va avec un autre jeune. C'est avec ce système qu'on a arrivé à avoir beaucoup de montants dans les comptes départ. Et avec ces montants, on a essayé d'organiser une sorte de microfinance interne. Au lieu d'aller emprunter de l'argent au niveau de la banque, non, comme il y a beaucoup de comptes d'épargne, on emprunte de l'argent dans les différents comptes sans intérêt et après on rembourse. Et avec cela, on est venu vers un autre système qui est couramment utilisé ici, qu'on appelle DAMA.
Kadama de Nyorona, c'est-à-dire l'entraide mutuelle. Avec ce système d'entraide mutuelle, la structure prend la totale responsabilité d'emprunter de l'argent dans les différents comptes pour acheter des lots à usage d'habitation à tour de rôle. C'est à tour de rôle qu'on est parvenu à acheter des lots à usage d'habitation et pour la construction. Bon, dès qu'un jeune parvient à avoir juste 1 million de francs dans son compte, donc on fait juste une sorte de planification. Avec cette planification, il y a juste un volet, une ligne budgétaire pour les travaux, comme fonds de roulement. Il y a une ligne budgétaire pour le projet à long terme, une ligne budgétaire pour le projet à court terme, une ligne budgétaire pour préparer la retraite et une ligne budgétaire pour les imprévus. Et les 1 million sont répartis entre toutes ces lignes. Et là, donc, la tâche revient aux jeunes en question de les alimenter au fur et à mesure selon ses besoins. Donc, c'est avec ce système qu'ils sont parvenus à construire leur maison, qu'ils sont parvenus à se marier, qu'ils sont parvenus à déménager chez eux et ainsi de suite. Donc, ils sont accompagnés de cette manière. Parce que, l'entreprise fonctionne comme ça. Il y a le travail. En dehors du travail, il y a l'accompagnement pour que le jeune puisse totalement se prendre en charge. Ici, c'est l'espace pour préparer la couleur et pour faire le lavage des tissus. Ce sont les feuilles pilées qu'on met dans des lots. Et on laisse ça au bout de 30 minutes, ça donne la couleur jaune. Mais on peut conserver la solution durant 3 jours. Ça ne peut pas dépasser 3 jours. Après 3 jours, ça devient gluante. On ne peut plus l'utiliser. Avant 3 jours, il faut tout utiliser. Et pour récupérer la couleur, on utilise un panier comme passoire. Et là, directement avec le panier, on récupère la couleur. Après avoir récupéré la couleur, ces feuilles ne contiennent plus de couleur. On ne les jette pas. On met toutes ces feuilles dans ce bassin. Et en bas du bassin, il y a de l'eau. L'eau jusqu'à 50 cm. Les feuilles sont sur l'eau. Et ça commence à pourrir tout doucement en montant. Et ça devient noir. Et au bout de 2 mois, le tout devient noir. Ça nous donne de l'engrais organique. Et cet engrais organique est remis à ceux qui font des maraîchages. Ils viennent prendre ça toujours pour les jardins potagers. Vous voyez. Et ici, on lave tous les tissus. Les tissus décorés avec la boue sont lavés dans des grands récipients comme ça. Après le lavage, ça nous donne en quelque sorte de l'eau bouilleuse. Et on consomme excessivement d'eau par jour. On va au-delà de 1000 litres d'eau par jour. Pour ne pas gaspiller cette eau, on a mis sur pied juste une façon de recycler cette eau. Là, on a 2 grandes fosses fermées. Et lorsqu'on verse l'eau bouilleuse va rentrer dans la première fosse. Mais ces 2 fosses sont séparées par un grand mur. Et en haut du mur, il y a une fenêtre. Lorsqu'on verse l'eau bouilleuse, ça rentre et il y a une décantation. Comme l'argile pèse lourd par rapport à l'eau, l'argile vient en bas et l'eau surmonte. Arrivé au niveau de la fenêtre, c'est déversé dans la seconde fosse. Et dans cette seconde fosse, on a des couches de charbon et de sable alternés qui filtrent l'eau. Une fois l'eau filtrée, ça a acheminé dans un grand réservoir qui est derrière. Et sur ce réservoir, on a monté une pompe manuelle. Et la pompe manuelle fait monter dans le petit château. Vous avez un petit château. Et dès qu'on ouvre le robinet en bas, on récupère cette eau qui a une couleur un peu grise, il n'y a pas de boue. Mais il n'y a pas de produits chimiques dedans. Et cette eau est couramment utilisée pour arroser toutes les plantes parce qu'il n'y a pas de produits chimiques. Mais on conserve tout simplement 1,5 mètre d'eau dans le réservoir. Dès que ça dépasse, il y a le surplus. Et le surplus est jeté, ça vient dans cet étang, dans ce petit marigot ici. Et dans ce petit marigot, autrefois, avant que cette plante aquatique n'envahisse l'endroit, on avait aménagé un espace. Et vous allez voir l'espace. Et dans cet espace, on a planté le nénuphar. Vous connaissez le nénuphar? Oui. Le nénuphar, c'est une plante aquatique à grandes feuilles qui flotte sur l'eau. Et le rôle du nénuphar, c'est de contrôler la qualité de l'eau. Si le nénuphar vit sur l'eau, ça veut dire que cette eau n'est pas polluée. Si le nénuphar meurt, ça veut dire que l'eau est polluée. On a mis le nénuphar pour contrôler la qualité de l'eau. Et le service des assainissements au niveau de Ségou nous a demandé d'analyser la qualité de l'eau. Après l'analyse de la qualité de l'eau, on nous a donné un cutus, c'est-à-dire un papier pour montrer que l'eau n'est pas nuisible. Et au lieu de laisser cette eau telle, présentement nous sommes en train d'élever du poisson dans cette eau. Il y a mis de vivre au Mali. Et là, par exemple, tous les jeunes commencent à apprendre ici. Tous les jeunes qui viennent apprendre, on commence ici. Connaître la couleur, comment à teindre, les défauts, etc. Et là, je vous ai dit au départ que si vous prenez cette société, il y a un début et il y a une fin. Le début, c'est le Ndomo et la fin, c'est le Kouare.
Et là, on a mis le Kouara à un symbole, c'est-à-dire un logo. Et le logo du Kouara s'appelle le Kara. Kara, c'est ça le Kara. Nous venons de mettre ça. Oui. Et vous allez, si vous arriverez au niveau du centre Kouara, dans leur salle d'exposition, il y a le Kara, beaucoup de Kara présentés là-bas. Et le Kara, c'est le logo de la sagesse. Et ce logo de la sagesse se trouve entre les mains des hommes âgés de 70 ans et au-delà. Bon, le domo, c'est pour donner une formation de base pour que les jeunes puissent se prendre en charge. Et au fur et à mesure que l'homme passe, on a des étapes. Après le domo qui correspond à la formation de base, et cette formation de base se termine à l'âge de 20 ans. Et après, immédiatement, le jeune commence une autre étape de la vie qu'on appelle en Bambara Tchessri. Tchessri, ça veut dire le dévouement. Et le dévouement commence à 20 ans et ça se termine à l'âge de 55 ans, 60 ans ou plus tard. Et durant ce temps, c'est le moment le plus actif de la vie. On travaille pour se prendre en charge, pour prendre d'autres personnes en charge, ainsi de suite. Et à partir de 60 ans, on a terminé avec cette étape. On commence une autre étape qu'on appelle en Bambara Nyamadjo. Korokunye, Nyamadjo. Et Nyamadjo, ça veut dire la tranquillité. Ça correspond à l'âge de la retraite. Et en ce moment, on doit préparer les jeunes qui doivent faire la relève. Et ce temps, c'est approximativement une dizaine d'années. Des fois, ça ne dépasse pas ça là. Donc, ça commence par exemple de 55 ans jusqu'à 65 ans approximativement. Et à partir de là, on est un peu en retrait des activités. Et à partir de là, on commence une autre étape qu'on appelle Blasserali, c'est-à-dire donner des conseils à une autre génération, transmettre à une autre génération. Et ce travail se fait au sein du Kouara. Est-ce que vous voyez, de 70 ans et au-delà. Et le Kouara a ce symbole qu'on appelle, ce logo qu'on appelle le Kara. Et le Kara est entre toujours les mains de ces jeunes personnes. La raison pour laquelle ceux qui connaissent très très bien la culture dans le milieu malien, si un jeune fait quelque chose qui est au-dessus de son âge, on dit en Bambara Karato. Karato. Le to, ça veut dire qui n'est pas normal. Et donc, Kara, c'est la sagesse. Karato, ça veut dire la négation de la sagesse. Parce que vous voyez. La raison pour laquelle on a mis le Kara devant les jeunes, c'est pour leur faire comprendre qu'aujourd'hui, vous êtes au Ndomo. Si Dieu vous prête longue vie, à l'âge de 70 ans, tout ce que vous avez reçu comme expérience, connaissance, c'est à vous de transmettre ça à une autre génération. Et là, on a juste la cuisine. Et ici, c'est la cuisine pour faire bouillir les écorces. Et la cuisine est conçue sous forme de four pour qu'on puisse utiliser moins de bois. On met un peu de bois par là et la porte de la cuisine est de l'autre côté. Ok. Là, vous voyez jusqu'au fond là-bas. Vous voyez le nénuphar sur l'eau. La feuille du nénuphar jusqu'au fond. Les feuilles plates avec des fleurs. C'est là-bas où nous sommes en train de faire juste l'élevage des poissons. Et vous voyez des nasses pour pêcher le poisson. Et les cailloux sont là-dessus. Il y a certains qui posent les nasses ici pour pêcher les poissons. Ok. Et c'est là où on fait bouillir les écorces. Dans les grandes marmites qui sont immobiles, on prépare la couleur ocre rouge. Après l'obtention de la couleur ocre rouge, les écorces deviennent noires. C'est-à-dire, les écorces deviennent un peu noires comme ça. Ce qui veut dire qu'elles ne contiennent plus de couleur. On ne les jette pas. On met toutes ces écorces tout juste à côté ici. Essayez de voir, vous voyez, par terre. On les fait sécher au soleil. Et dès que c'est séché, on les recycle. Bon, pour recycler ces écorces, on les réutilise comme combustible, pour chauffer d'autres écorces. Et comme cela, ça va nous donner beaucoup de cendres de bois. Et la cendre de bois, nous l'économisons au fur et à mesure. C'est ici que la cendre obtenue est transformée. Donc on transforme la cendre en potasse. Et ça, c'est le procédé traditionnel. C'est une poterie avec beaucoup de trous. On met la cendre dedans, on met l'eau là-dessus et le liquide va sentir. Et ça, c'est le liquide qui est appelé la potasse traditionnelle, qu'on met dans le tout que nous mangeons. Est-ce que vous voyez? Et là, pour solidifier la potasse,
On met le liquide dans un autre récipient sur le feu. Après évaporation, ça va nous donner une pâte tout de suite. On fait refroidir la pâte et ça devient solide. Et c'est ce qui est vendu sur le marché. Au lieu d'aller acheter, comme nous fabriquons, et non, nous utilisons juste la potasse. Et on utilise beaucoup de potasse dans nos travaux. Lorsqu'on met la potasse dans le jaune, ça donne un jaune très très foncé. Lorsqu'on met dans le rouge, ça donne un rouge très très foncé. Lorsqu'on met dans de l'eau, ça permet de mieux fixer sur les couleurs, sur les tissus. Il arrive à un moment où on a presque 5%, bien 6% de potasse, tel est le cas ici, on arrête. Et en ce moment, on recycle la cendre. On prend la cendre, on déverse ça dans le compost et ça enrichit le compost et le circuit est fermé. Donc on recycle le tout de cette manière, raison pour laquelle nous n'avons pas de problème avec la commune dans laquelle nous nous trouvons parce qu'on ne fait pas de déchets. Bon, ici, nous avons un espace pédagogique pour donner des explications sur les étapes de fabrication du Bogola. Autrefois, c'était le petit métier traditionnel qui fait en quelque sorte des toutes petites bandes de cotonnade de 10 cm de large. Après, la bande de cotonnade, les bandes sont cousues à la main. On les fait coudre à la main avec l'aiguille pour avoir de grands tissus. Après, le tissu est teint avec les feuilles et ça donne la couleur ocre jaune. C'est teint avec les écorces et ça donne la couleur ocre rouge. Si vous avez compris mes explications, quel est le nom de ce tissu? Bassilan fini. Et dès que l'argile touche, ça devient Bogolan fini. Mais si c'est en teinte végétale, c'est Bassilan fini, qui veut dire le résultat de la plante médicinale sur le tissu. Et dès que l'argile touche, ça devient Bogolan fini, qui veut dire le résultat de la terre sur le tissu. Et pour faire le travail, autrefois, les femmes utilisaient la calebasse. La calebasse était utilisée comme table de travail. On met la calebasse sur le genou et on met le tissu dessus et le fer forgé qui est utilisé pour faire les dessins sur le tissu. Et pour étendre l'argile sur le tissu, on prenait une branche de rognier, on frappait là-dessus avec le caillou pour en faire une brosse. Et cette brosse était utilisée pour étendre l'argile. Et au sud du Mali, en allant vers le nord de la Côte d'Ivoire, c'est ce procédé qui est couramment utilisé. On dessine directement sur le tissu avec le ngalama, le jaune. On revient là-dessus plusieurs fois pour accentuer la couleur. Et après, on met l'argile là-dessus. L'argile en contact avec le tanin, ça donne immédiatement le noir. Est-ce que vous voyez? Et pour avoir, par exemple, le blanc sur le tissu, dès qu'on termine toute la décoration, on prend ce tissu et on prend ce savon. Un savon qui est fabriqué avec le beurre de karité et la potasse. On mélange ça avec de l'eau, ça va donner une pâte. Et on va mettre cette pâte sur la partie qu'on veut blanchir. Généralement, le savon est mis sur la partie ocre. Après, on met le tissu au soleil pendant 10 jours. Avec la chaleur du soleil, le savon va oranger tout doucement la couleur végétale pour donner le blanc du tissu. Et après le lavage, ça va donner un résultat comme ça sur le tissu. Et le pain traditionnel Bogola, c'est un pain qui est conçu de cette manière. Et cette manière de faire a été transmise de génération en génération. Il y a certains qui parlent du 11e siècle jusqu'à nos jours. Et là, le pain traditionnel Bogola est divisé en 5 parties. 2 parties horizontales, 2 parties verticales, une partie centrale. C'était comme ça. Et les 4 divisions correspondent aux 4 coins cardinaux. Et on dit que les hommes sont dispersés sur la terre. Certains sont au sud, d'autres au nord, d'autres à l'ouest et d'autres à l'est. Et là, c'est le centre d'intérêt pour les messages pour la communauté. Et en haut, c'est la partie ceinture du pain. Et sur cette partie ceinture, il y a toujours des points. Et du côté gauche, il y a toujours des points. Et les points représentent les étoiles. C'est comme la nuit, vous regardez le firmament, vous voyez les étoiles sous forme de points. Et les femmes ont interprété les étoiles comme ça, avec des points. Et là, pour porter le pain, on a cette partie décorée qui est là, ferme les points, à bas de tout. Et cette partie qui est en haut, on retrousse. Donc, dès qu'un pain Bogola est porté, personne n'a le droit de voir les points. Cela est totalement interdit. Et les points représentent en ce moment l'âme des enfants, l'âme des enfants que la femme porte à elle. Parce que dans nos traditions, dès qu'il y a la naissance d'un enfant, on dit que son étoile vient de paraître. Et dès qu'il y a le décès d'une personne, on dit que son étoile vient de s'éteindre. Raison pour laquelle les étoiles représentent toujours l'âme des peuples. Et là, au milieu,
c'est le thème. On traite des thèmes. On a un vieux thème ici qui s'appelle en Bambara, Sigimisin. Sigimisin, ça veut dire un voisinage avec des mesquineries. Et l'objectif visé par ces vieilles femmes qui faisaient ce travail, c'était comment combattre la mesquinerie au sein de la famille. Tant qu'il y a la mesquinerie au sein de la famille, il y a toujours des histoires. Et pour traiter ce thème, il y a 3 symboles qui ont été utilisés. Le rond plus le point, qui veut dire quoi? La famille. Mais la dame qui a fait ce travail, sûrement, elle a eu des difficultés pour faire des ronds. Elle a fait une interprétation sous forme de carré. Après, il y a un autre symbole qui est là. Quel est le nom de ce symbole? Le carrefour. C'est la personne qui est là à la portée de tout le monde. Et il y a un 3e symbole qui est là, que nous n'avons pas vu. C'est avec des barres. On appelle ça la fleur de la calebasse. La fleur de la calebasse symbolise la vie. Des fois, on voit avec 4 pétales, des fois, on voit avec 3 pétales. Et on dit que chaque individu, durant son existence, a 3 jours très importants. Et dès que ce jour arrive, la famille est obligée de véhiculer l'information. Selon vous, quels sont ces 3 jours? Vous n'avez pas compris? Chaque personne, durant son existence, a 3 jours très importants. Dès que ce jour arrive, on est obligé de donner l'information aux autres. La naissance. Dès que la naissance, on donne l'information, on donne l'information et le décès. Et dans la société traditionnelle Bambara, la calebasse est toujours témoin de ces 3 jours. À la naissance d'un enfant, on reçoit le placenta dans la calebasse avant de l'enterrer. Et cette calebasse est utilisée comme baignoire pour l'enfant durant 6 mois. Et le jour du mariage d'un garçon ou bien d'une fille, chaque famille va acheter une nouvelle calebasse. Et le soir du mariage, on va mettre l'eau de purification des jeunes mariés dans la calebasse pour laver les bras et les pieds des jeunes mariés. Et c'est une manière de dire, fini la jeunesse avec ses caprices et vient le jour de la responsabilité. Et le jour du décès également, on va acheter une nouvelle calebasse dans laquelle on va mettre l'eau de purification du corps. Voici les raisons qui ont fait que les femmes ont choisi la fleur de la calebasse comme la vie. La naissance, l'enfance, l'âge majeur, le mariage jusqu'à la fin. Et pour la lecture, c'est pour dire à tout le monde, évitez d'être mesquin dans la famille. Essayez d'être ouvert aux membres de la famille. Essayez d'être compréhensif avec les membres de la famille pour qu'on puisse passer la vie en paix. Et voici le message. Et c'est répété partout. Et là, c'est l'indigo. Au fur et à mesure qu'on trempe, le bleu devient de plus en plus foncé. Et pour faire les dessins là-dessus, avant de teindre le tissu, les femmes prennent la partie, elles font coudre pour que l'indigo ne puisse pas pénétrer. Et dès qu'on a le bleu foncé, on coupe les fils et les dessins apparaissent là. On dit saramfini. Et là, donc voici les couleurs qui ont été couramment utilisées dans la société auparavant. Tout ça. Quel est le nom de tous ces tissus-là? Nous finissons peut-être au détail. Basilafini. Et nous nous avons dit Galala. Oh, c'était les tissus qui étaient couramment utilisés. Gara. Ah, Garalafini. Et là, donc c'est ce que nous faisons actuellement. Au sein de, comme on dit, l'art n'est pas statique, l'art évolue avec la société. C'est la raison pour laquelle, à notre niveau, on fait nos messages qui n'ont rien à voir avec les symboles qui ont été inventés avec les femmes. Et on a les 3 techniques traditionnelles ici. Basilamfini, Nejumeni, Bogolamfini, Nejumeni, Galalamfini. Et tous ces tissus ont des messages. Là, on a un message qui veut dire être honnête. Et on a un symbole qui représente une personne, les bras en haut, la tête, le corps et les jambes. Vous voyez un petit bonhomme? Les mains en haut, la tête, le corps et les jambes. Et là, le chemin est emprunté par quelqu'un qui ne veut pas payer ses dettes. Et là, on a un symbole dogon. Les dogons portent un masque qu'on appelle le kanaga. Le kanaga qui veut dire le ciel et la terre réunis. Cela veut dire l'univers. Et le message commence ici, ça s'arrête là. Après, c'est répété. Et comme contenu, ça veut dire l'homme doit éviter de prendre un mauvais chemin dans l'univers. Et là également, on a un autre symbole. On appelle ça Dambefembela. Chaque chose a une limite. La limite entre les champs, la limite entre les familles, etc., etc. Et on a mis ce symbole pour dire, même si on est excessivement riche, même si on est excessivement puissant, tout n'est pas permis. Tout ce que l'homme fait doit avoir des limites. Parce que, ouais. Et là, on a un autre thème qui s'appelle Wagadou Bida. C'est un mot soninké.
Ouagadou Bida, ça veut dire le serpent protecteur de l'Empire du Ghana. L'Empire du Ghana, au 8e siècle, en Afrique de l'Ouest. Et là, l'Empire du Ghana qui a été créé par les Soninké. Et la puissance de l'Empire du Ghana était... Il y a une partie de l'Empire du Ghana qui était dans l'actuel Sénégal, une partie dans l'actuelle Mauritanie et l'actuel Mali. Et la puissance de l'Empire du Ghana était autour d'un serpent sacré que les Soninké appelaient Bida. Et chaque année, une jeune fille était sacrifiée à ce serpent. Mais une année, le fiancé d'une jeune fille s'est opposé. Et c'est ce dernier qui a tué le serpent dans le bois sacré qui se trouve actuellement en République du Mali, qu'on appelle la forêt de Ouagadou. Et la forêt de Ouagadou commence à Nara, dans la région de Kaï, et ça se termine à Sogolo, dans la région de Ségou. Et dans cette forêt, il y a une vallée qu'on appelle la vallée du serpent. Jusqu'à présent, la vallée du serpent existe. Et là, c'est là où le serpent passait. Lorsque le serpent a été tué, il y a une calamité naturelle qui s'est abattue sur l'Empire durant des siècles. Alors, ce qui a obligé les Soninké à immigrer vers le sud. Si vous prenez Ségou, on dit Ségounani, Ani Marakadougou, Konanton. Et tous ces villages étaient dans le Ouagadou dans le temps. Et lorsque il y a eu cette immigration qui a continué jusqu'à la création de l'Empire du Mali au XIIIe siècle, et à tout moment, l'immigration a continué jusqu'à l'indépendance. Et bon, c'est ce qui explique aujourd'hui la présence des Mandingues dans une grande partie de l'Afrique de l'Ouest. La Guinée, bon, la Gambie, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, une portion de l'actuel Ghana du côté de Koumassi. Et l'actuel Ghana s'appelait dans le temps Gold Coast, et qui a laissé ce nom pour prendre le nom de l'Empire. Parce que le nom vernaculaire de l'Empire, c'est Ouagadou, mais ce sont les Français qui ont donné le nom Ghana. Donc, raison pour laquelle il y a eu la République du Ghana. Parce que, ouais. Et c'est ce qu'on a interprété. Donc, directement, toutes ces ethnies se sont éparpillées partout à travers l'Afrique de l'Ouest, parce que le serpent a été tué dans le temps. Et là, on a un autre thème qui s'appelle le temps. Le temps qui est une chose précieuse comme la famille. Et on a la succession du jour et de la nuit qui donne naissance à des semaines qui donnent naissance à des mois qui donnent naissance à des années, et les années font le temps. Donc c'est comme ça qu'on fait des dissertations sur des tissus. Ok,